Lecture à voix haute d'extraits des 20 romans de la série des Rougon-Macquart d'Émile Zola. Premier roman, La fortune des Rougon. Les enfants de Pierre Rougon. En un tiers de siècle, ils ne mirent pas 50 000 francs de côté. Il faut dire que dès les premières années de leur mariage, il poussa chez eux une famille nombreuse, qui devint à la longue une très lourde charge. Félicité, comme certaines petites femmes, eut une fécondité qu'on n'aurait jamais supposée, à voir la structure chétive de son corps. En 5 années, de 1811 à 1815, elle eut 3 garçons, un tous les 2 ans. Pendant les 4 années qui suivirent, elle accoucha encore de 2 filles. Rien ne fait mieux pousser les enfants que la vie placide et bestiale de la province. Les époux accueillirent fort mal les 2 dernières venues. Les filles, quand les dots manquent, deviennent de terribles embarras. Rougon déclara à qui voulut l'entendre que c'était assez, que le diable serait bien fin s'il lui envoyait un 6e enfant. Félicité, effectivement, en demeura là. On ne sait pas à quel chiffre elle se serait arrêtée. D'ailleurs, la jeune femme ne regarda pas cette marmaille comme une cause de ruine. Au contraire, elle reconstruisit sur la tête de ses fils l'édifice de sa fortune qui s'écroulait entre ses mains. Ils n'avaient pas 10 ans qu'elle escomptait déjà en rêve leur avenir. Doutant de jamais réussir par elle-même, elle se mit à espérer en eux pour vaincre l'acharnement du sort. Il satisferait ses vanités déçues, il lui donnerait cette position riche et enviée qu'elle poursuivait en vain. Dès lors, sans abandonner la lutte soutenue par la maison de commerce, elle eut une seconde tactique pour arriver à contenter ses instincts de domination. Il lui semblait impossible que sur ses 3 fils, il n'y eût pas un homme supérieur qui les enrichirait tous. Elle sentait cela, disait-elle. Aussi, soigna-t-elle les marmots avec une ferveur où il y avait des sévérités de mère et des tendresses d'usurier. Elle se plut à les engraisser amoureusement, comme un capital qui devait plus tard apporter de gros intérêts. « Laisse donc !» criait Pierre. « Tous les enfants sont des ingrats. Tu les gâtes, tu nous ruines. » Quand Félicité parla d'envoyer les petits au collège, il se fâcha. Le latin était un luxe inutile, il suffirait de leur faire suivre les classes d'une petite pension voisine. Mais la jeune femme tint bon. Elle avait des instincts plus élevés, qui lui faisaient mettre un grand orgueil à se parer d'enfants instruits. D'ailleurs, elle sentait que ses fils ne pouvaient rester aussi illettrés que son mari si elle voulait les voir un jour des hommes supérieurs. Elle les rêvait tous 3 à Paris, dans de hautes positions qu'elle ne précisait pas. Lorsque Rougon eut cédé et que les 3 gamins furent entrés en 8e, Félicité goûta les plus vives jouissances de vanité qu'elle eût encore ressenties. Elle les écoutait avec ravissement parler entre eux de leurs professeurs et de leurs études. Le jour où l'aîné fit devant elle décliner Rosa à la rose à un de ses cadets, elle crut entendre une musique délicieuse. Il faut le dire à sa louange, sa joie fut alors pure de tout calcul. Rougon lui-même se laissa prendre à ce contentement de l'homme illettré qui voit ses enfants devenir plus savants que lui. La camaraderie qui s'établit naturellement entre leurs fils et ceux des plus gros bonnets de la ville acheva de griser les époux. Les petits tutoyaient le fils du maire, celui du sous-préfet, même 2 ou 3 jeunes gentilshommes que le quartier Saint-Marc avait daigné mettre au collège de Plassans. Félicité ne croyait pouvoir trop payer un tel honneur. L'instruction des 3 gamins gréva terriblement le budget de la maison Rougon. Tant que les enfants ne furent pas bacheliers, les époux qui les maintenaient au collège, grâce à d'énormes sacrifices, vécurent dans l'espérance de leur succès. Et même lorsqu'ils eurent obtenu leur diplôme, Félicité voulut achever son œuvre. Elle décida son mari à les envoyer tous 3 à Paris. 2 firent leur droit. Le 3e suivit les cours de l'école de médecine.
Puis, quand ils furent hommes, quand ils eurent mis la maison Rougon à bout de ressources et qu'ils se virent obligés de revenir se fixer en province, le désenchantement commença pour les pauvres parents. La province sembla reprendre sa proie. Les trois jeunes gens s'endormirent, s'épaissirent. Toute l'aigreur de sa malchance remonta à la gorge de Félicité. Ses fils lui faisaient banqueroute, ils l'avaient ruiné. Il ne lui servait pas les intérêts du capital qu'il représentait. Ce dernier coup de la destinée lui fut d'autant plus sensible qu'il l'atteignait à la fois dans ses ambitions de femme et dans ses vanités de mère. Rougon lui répéta du matin au soir « Je te l'avais bien dit !» ce qui l'exaspéra encore davantage. Un jour, comme elle reprochait amèrement à son aîné les sommes d'argent que lui avait coûté son instruction, il lui dit avec non moins d'amertume « Je vous rembourserai plus tard, si je puis. Mais puisque vous n'aviez pas de fortune, il fallait faire de nous des travailleurs. Nous sommes des déclassés et nous souffrons plus que vous. » Félicité comprit la profondeur de ces paroles. Dès lors, elle cessa d'accuser ses enfants, elle tourna sa colère contre le sort qui ne se lassait pas de la frapper. Elle recommença ses doléances, elle se mit à geindre de plus belle sur le manque de fortune qui la faisait échouer au port. Quand Rougon lui disait « Tes fils sont des fainéants, ils nous grugeront jusqu'à la fin !» elle répondait aigrement « Plût à Dieu que j'eusse encore de l'argent à leur donner, s'ils végètent, les pauvres garçons, c'est qu'ils n'ont pas le sou. » Au commencement de l'année 1848, à la veille de la Révolution de février, les trois fils Rougon avaient à Plassans des positions fort précaires. Ils offraient alors des types curieux, profondément dissemblables, bien que parallèlement issus de la même souche. Ils valaient mieux en somme que leurs parents. La race des Rougon devait s'épurer par les femmes. Adélaïde avait fait de Pierre un esprit moyen, apte aux ambitions basses. Félicité venait de donner à ses fils des intelligences plus hautes, capables de grands vices et de grandes vertus. À cette époque, l'aîné, Eugène, avait près de 40 ans. C'était un garçon de taille moyenne, légèrement chauve, tournant déjà à l'obésité. Il avait le visage de son père, un visage long, aux traits larges. Sous la peau, on devinait la graisse qui amollissait les rondeurs et donnait à la face une blancheur jaunâtre de cire. Mais si l'on sentait encore le paysan, dans la structure massive et carrée de la tête, la physionomie se transfigurait, s'éclairait en dedans lorsque le regard s'éveillait, en soulevant les paupières appesanties. Chez le fils, la lourdeur du père était devenue de la gravité. Ce gros garçon avait d'ordinaire une attitude de sommeil puissant. À certains gestes larges et fatigués, on eût dit un géant qui se détirait les membres en attendant l'action. Par un de ces prétendus caprices de la nature, où la science commence à distinguer des lois, si la ressemblance physique de Pierre était complète chez Eugène, Félicité semblait avoir contribué à fournir la matière pensante. Eugène offrait le cas curieux de certaines qualités morales et intellectuelles de sa mère enfouies dans les chairs épaisses de son père. Il avait des ambitions hautes, des instincts autoritaires, un mépris singulier pour les petits moyens et les petites fortunes. Il était la preuve que Plassans ne se trompait peut-être pas en soupçonnant que Félicité avait dans les veines quelques gouttes de sang noble. Les appétits de jouissance qui se développaient furieusement chez les Rougon et qui étaient comme la caractéristique de cette famille prenaient en lui une de leurs faces les plus élevées. Il voulait jouir, mais par les voluptés de l'esprit, en satisfaisant ses besoins de domination. Un tel homme n'était pas fait pour réussir en province. Il y végéta 15 ans, les yeux tournés vers Paris, guettant les occasions. Dès son retour dans sa petite ville, pour ne pas manger le pain de ses parents, il s'était fait inscrire au tableau des avocats. Il plaida de temps à autre, gagnant maigrement sa vie,
sans paraître s'élever au-dessus d'une honnête médiocrité. À Plassans, on lui trouvait la voix pâteuse, les gestes lourds. Il était rare qu'il réussît à gagner la cause d'un client. Il sortait le plus souvent de la question, il divaguait selon l'expression des fortes têtes de l'endroit. Un jour, surtout, plaidant une affaire de dommages et intérêts, il s'oublia, il s'égara dans des considérations politiques à ce point que le président lui coupa la parole. Il s'assit immédiatement en souriant d'un singulier sourire. Son client fut condamné à payer une somme considérable, ce qui ne parut pas lui faire regretter ses digressions le moins du monde. Il semblait regarder ses plaidoyers comme de simples exercices qui lui serviraient plus tard. C'était là ce que ne comprenait pas et ce qui désespérait Félicité. Elle aurait voulu que son fils dictât des lois au tribunal civil de Plassans. Elle finit par se faire une opinion très défavorable sur son aîné. Selon elle, ce ne pouvait être ce garçon endormi qui serait la gloire de la famille. Pierre, au contraire, avait en lui une confiance absolue. Non qu'il eût des yeux plus pénétrants que sa femme, mais parce qu'il s'en tenait à la surface, et qu'il se flattait lui-même en croyant au génie d'un fils qui était son vivant portrait. Un mois avant les journées de février, Eugène devint inquiet. Un flair particulier lui fit deviner la crise. Dès lors, le pavé de Plassans lui brûla les pieds. On le vit rôder sur les promenades comme une âme en peine. Puis, il se décida, brusquement. Il partit pour Paris. Il n'avait pas 5 francs dans sa poche. Aristide, le plus jeune des fils Rougon, était opposé à Eugène, géométriquement pour ainsi dire. Il avait le visage de sa mère et des avidités, un caractère sournois, apte aux intrigues vulgaires, où les instincts de son père dominaient. La nature a souvent des besoins de symétrie. Petit, la mine chafouine, pareille à une pomme de canne curieusement taillée en tête de polichinelle, Aristide furetait, fouillait partout, peu scrupuleux, pressé de jouir. Il aimait l'argent comme son frère aîné aimait le pouvoir. Tandis qu'Eugène rêvait de plier un peuple à sa volonté et s'enivrait de sa toute-puissance future, lui se voyait 10 fois millionnaire, logé dans une demeure princière, mangeant et buvant bien, savourant la vie par tous les sens et par tous les organes de son corps. Il voulait surtout une fortune rapide. Lorsqu'il bâtissait un château en Espagne, ce château s'élevait magiquement dans son esprit. Il avait des tonneaux d'or du soir au lendemain. Cela plaisait à ses paresses, d'autant plus qu'il ne s'inquiétait jamais des moyens et que les plus prompts lui semblaient les meilleurs. La race des Rougon, de ces paysans épais et avides, aux appétits de brutes, avait mûri trop vite. Tous les besoins de jouissance matérielle s'épanouissaient chez Aristide, triplés par une éducation hâtive, plus insatiable et dangereux depuis qu'il devenait raisonné. Malgré ses délicates intuitions de femme, Félicité préférait ce garçon. Elle ne sentait pas combien Eugène lui appartenait davantage. Elle excusait les sottises et les paresses de son fils cadet, sous prétexte qu'il serait l'homme supérieur de la famille et qu'un homme supérieur a le droit de mener une vie débraillée jusqu'au jour où la puissance de ses facultés se révèle. Aristide mit rudement son indulgence à l'épreuve. À Paris, il mena une vie sale et oisive. Il fut un de ces étudiants qui prennent leur inscription dans les brasseries du quartier latin. D'ailleurs, il n'y resta que 2 années. Son père, effrayé, voyant qu'il n'avait pas encore passé un seul examen, le retint à Plassans et parla de lui chercher une femme, espérant que les soucis du ménage en feraient un homme rangé. Aristide se laissa marier. À cette époque, il ne voyait pas clairement dans ses ambitions. La vie de province ne lui déplaisait pas, il se trouvait à l'engrais dans sa petite ville, mangeant, dormant, flânant. Félicité plaida sa cause avec tant de chaleur que Pierre consentit à nourrir et à loger le ménage, à la condition que le jeune homme s'occuperait activement de la maison de commerce. Dès lors, commença pour ce dernier une belle existence de fainéantise.
Il passa au cercle ses journées et la plus grande partie de ses nuits, s'échappant du bureau de son père comme un collégien, allant jouer les quelques louis que sa mère lui donnait en cachette. Il faut avoir vécu au fond d'un département pour bien comprendre quelles furent les 4 années d'abrutissement que ce garçon passa de la sorte. Il y a ainsi, dans chaque petite ville, un groupe d'individus vivant au crochet de leurs parents, feignant parfois de travailler, mais cultivant en réalité leur paresse avec une sorte de religion. Aristide fut le type de ces flâneurs incorrigibles que l'on voit se traîner voluptueusement dans le vide de la province. Il joua à l'écarté pendant 4 ans. Tandis qu'il vivait au cercle, sa femme, une blonde molle et placide, aidait à la ruine de la maison Rougon par un goût prononcé pour les toilettes voyantes et par un appétit formidable, très curieux chez une créature aussi frêle. Angèle adorait les rubans bleu ciel et le filet de bœuf rôti. Elle était fille d'un capitaine retraité qu'on nommait le commandant Sicardo. Bonhomme qui lui avait donné pour dot 10 000 francs, toutes ses économies. Aussi, Pierre, en choisissant Angèle pour son fils, avait-il pensé conclure une affaire inespérée, tant il estimait Aristide à bas prix. Cette dot de 10 000 francs qui le décida devint justement par la suite un pavé attaché à son cou. Son fils était déjà un rusé fripon. Il lui remit les 10 000 francs en s'associant avec lui, ne voulant pas garder un sou, affichant le plus grand dévouement. « Nous n'avons besoin de rien, disait-il. Vous nous entretiendrez, ma femme et moi, et nous compterons plus tard. » Pierre était gêné. Il accepta, un peu inquiet du désintéressement d'Aristide. Celui-ci se disait que de longtemps, peut-être, son père n'aurait pas 10 000 francs liquides à lui rendre, et que lui et sa femme vivraient largement à ses dépens, tant que l'association ne pourrait être rompue. C'étaient là quelques billets de banque admirablement placés. Quand le marchand d'huile comprit quel marché de dupes il avait fait, il ne lui était plus permis de se débarrasser d'Aristide. La dot d'Angèle se trouvait engagée dans des spéculations qui tournaient mal. Il dut garder le ménage chez lui, exaspéré, frappé au cœur par les gros appétits de sa belle-fille et par les fainéantises de son fils. 20 fois, s'il avait pu les désintéresser, il aurait mis à la porte cette vermine qui lui suçait le sang, selon son énergique expression. Félicité les soutenait sourdement. Le jeune homme qui avait pénétré ses rêves d'ambition lui exposait chaque soir d'admirables plans de fortune qu'il devait prochainement réaliser. Par un hasard assez rare, elle était au mieux avec sa bru. Il faut dire qu'Angèle n'avait pas une volonté et qu'on pouvait disposer d'elle comme d'un meuble. Pierre s'emportait quand sa femme lui parlait des succès futurs de leur fils cadet. Il l'accusait plutôt de devoir être un jour la ruine de leur maison. Pendant les 4 années que le ménage resta chez lui, il tempêta ainsi, usant en querelle sa rage impuissante, sans qu'Aristide ni Angèle sortissent le moins du monde de leur calme souriant. Ils s'étaient posés là, ils y restaient, comme des masses. Enfin, Pierre eut une heureuse chance. Il put rendre à son fils ses 10 000 francs. Quand il voulut compter avec lui, Aristide chercha tant de chicanes qu'il dut le laisser partir sans lui retenir un sou pour ses frais de nourriture et de logement. Le ménage alla s'établir à quelques pas sur une petite place du vieux quartier nommée la place Saint-Louis. Les 10 000 francs furent vite mangés. Il fallut s'établir. Aristide d'ailleurs ne changea rien à sa vie, tant qu'il y eut de l'argent à la maison. Lorsqu'il en fut à son dernier billet de 100 francs, il devint nerveux. On le vit rôder dans la ville d'un air louche. Il ne prit plus sa demi-tasse au cercle. Il regarda jouer fiévreusement sans toucher une carte. La misère le rendit pire encore qu'il n'était. Longtemps il tint le coup. Il s'entêta à ne rien faire. Il eut un enfant en 1840, le petit Maxime, que sa grand-mère Félicité fit heureusement entrer au collège, et dont elle paya secrètement la pension. C'était une bouche de moins chez Aristide. Mais la pauvre Angèle mourait de faim. Le mari dut enfin chercher une place. Il réussit à entrer à la sous-préfecture. Il y resta près de 10 années et n'arriva qu'aux appointements de 1800 francs. Dès lors, haineux, amassant le fiel,
il vécut dans l'appétit continuel des jouissances dont il était sevré. Sa position infime l'exaspérait. Les misérables 150 francs qu'on lui mettait dans la main lui semblaient une ironie de la fortune. Jamais pareille soif d'assouvir sa chair ne brûla un homme. Félicité, à laquelle il comptait ses souffrances, ne fut pas fâchée de le voir affamé. Elle pensait que la misère fouetterait ses paresses. L'oreille au guet, en embuscade, il se mit à regarder autour de lui comme un voleur qui cherche un bon coup à faire. Au commencement de l'année 1848, lorsque son frère partit pour Paris, il eut un instant l'idée de le suivre, mais Eugène était garçon. Lui ne pouvait traîner sa femme si loin sans avoir en poche une forte somme. Il attendit, flairant une catastrophe, prêt à étrangler la première proie venue. L'autre fils Rougon, Pascal, celui qui était né entre Eugène et Aristide, ne paraissait pas appartenir à la famille. C'était un de ces cas fréquents qui font mentir les lois de l'hérédité. La nature donne souvent ainsi naissance, au milieu d'une race, à un être dont elle puise tous les éléments dans ses forces créatrices. Rien au moral, ni au physique, ne rappelait les Rougon chez Pascal. Grand, le visage doux et sévère, il avait une droiture d'esprit, un amour de l'étude, un besoin de modestie qui contrastait singulièrement avec les fièvres d'ambition et les menées peu scrupuleuses de sa famille. Après avoir fait à Paris d'excellentes études médicales, il s'était retiré à Plassans par goût, malgré les offres de ses professeurs. Il aimait la vie calme de la province. Il soutenait que cette vie est préférable pour un savant au tapage parisien. Même à Plassans, il ne s'inquiéta nullement de grossir sa clientèle. Très sobre, ayant un beau mépris pour la fortune, il sut se contenter des quelques malades que le hasard seul lui envoya. Tout son luxe consista dans une petite maison claire de la Villeneuve où il s'enfermait religieusement, s'occupant avec amour d'histoire naturelle. Il se prit surtout d'une belle passion pour la physiologie. On sut dans la ville qu'il achetait souvent des cadavres aux fossoyeurs de l'hospice, ce qui le fit prendre en horreur par les dames délicates et certains bourgeois poltrons. On n'alla pas heureusement jusqu'à le traiter de sorcier. Mais sa clientèle se restreignit encore, on le regarda comme un original auquel les personnes de la bonne société ne devaient pas confier le bout de leurs petits doigts sous peine de se compromettre. On entendit la femme du maire dire un jour « Ah, j'aimerais mieux mourir que me faire soigner par ce monsieur. Il sent le mort. » Pascal, dès lors, fut jugé. Il parut heureux de cette peur sourde qu'il inspirait. Moins il avait de malades, plus il pouvait s'occuper de ses chères sciences. Comme il avait mis ses visites à un prix très modique, le peuple lui demeurait fidèle. Il gagnait juste de quoi vivre et vivait, satisfait, à 1000 lieues des gens du pays, dans la joie pure de ses recherches et de ses découvertes. De temps à autre, il envoyait un mémoire à l'Académie des sciences de Paris. Plassans ignorait absolument que cet original, ce monsieur qui sentait le mort, fut un homme très connu et très écouté du monde savant. Quand on le voyait le dimanche partir pour une excursion dans les collines des Garrigues, une boîte de botaniste pendue au cou et un marteau de géologue à la main, on haussait les épaules, on le comparait à tel autre docteur de la ville, si bien cravaté, si mielleux avec les dames, et dont les vêtements exhalaient toujours une délicieuse odeur de violette. Pascal n'était pas davantage compris par ses parents. Lorsque Félicité lui vit arranger sa vie d'une façon si étrange et si mesquine, elle fut stupéfaite et lui reprocha de tromper ses espérances. Elle, qui tolérait les paresses d'Aristide, qu'elle croyait fécondes, ne put voir sans colère le train médiocre de Pascal, son amour de l'ombre, son dédain de la richesse, sa ferme résolution de rester à l'écart. Certes, ce ne serait pas cet enfant qui contenterait jamais ses vanités. « Mais d'où sors-tu » lui disait-elle parfois. « Tu n'es pas à nous. Vois tes frères, ils cherchent.
Ils tâchent de tirer profit de l'instruction que nous leur avons donnée. Toi, tu ne fais que des sottises. Tu nous récompenses bien mal, nous qui nous sommes ruinés pour t'élever. Non, tu n'es pas à nous. Pascal, qui préférait rire chaque fois qu'il avait à se fâcher, répondait gaiement, avec une fine ironie. Allons, ne vous plaignez pas. Je ne veux point vous faire entièrement banqueroute. Je vous soignerai tous pour rien quand vous serez malade. D'ailleurs, il voyait sa famille rarement, sans afficher la moindre répugnance, obéissant malgré lui à ses instincts particuliers. Avant qu'Aristide fût entré à la sous-préfecture, il vint plusieurs fois à son secours. Il était resté garçon. Il ne se douta seulement pas des graves événements qui se préparaient. Depuis 2 ou 3 ans, il s'occupait du grand problème de l'hérédité, comparant les races animales à la race humaine, et il s'absorbait dans les curieux résultats qu'il obtenait. Les observations qu'il avait faites sur lui et sur sa famille avaient été comme le point de départ de ses études. Le peuple comprenait si bien, avec son intuition inconsciente, à quel point il différait des Rougon, qu'il le nommait Monsieur Pascal, sans jamais ajouter son nom de famille.